Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ces magazines spéciaux à haute voix. Nous aurons le plaisir de recevoir pour vous un ministre honoraire, en l'occurrence Moussa Kalema. Vous le connaissez, il est le président du Parti des Vertus républicaines. Il est également secrétaire général de la Comico, la communauté islamique au Congo. Il est revenu d'un séjour médical en Inde. Vous le savez, les rumeurs les plus folles ont couru la capitale sur son état de santé. Je voudrais, pendant que nous l'avons avec nous, qu'il nous dise qu'en est-il exactement. J'imagine que l'honorable Moussa, qui nous disons bonsoir, bonsoir, est en pleine forme. Honorable, je ne sais pas trop, honorable, excellence, c'est toujours vous. Vous avez, pendant votre carrière politique, porté plusieurs casquettes. Mais j'imagine que aujourd'hui, avec votre retour au pays et votre temps de convalescence, vous avez quelque chose à dire au peuple congolais, d'abord sur votre état de santé. Qu'est-ce qu'il en a été et comment vous allez tout maintenant là? Je te remercie, JC, pour m'avoir approché par rapport à cette question. Écoutez, comme tout le monde, j'ai été malade. Effectivement, j'ai souffert pendant 1 mois et demi avant d'être transféré, n'est-ce pas, en Inde. J'ai souffert de rien d'autre que de l'hernie discale. Mais il me semble que les uns et les autres ont spéculé autour de moi. Parce que lorsqu'il s'agit de Moussa, on spécule. On spécule, je ne sais pas, peut-être que ma tête dérange, peut-être que mes idées sont dérangeantes. Mais la réalité, j'ai été d'abord hospitalisé à Motombo et après je suis allé en Inde où j'ai été traité, bien traité. Après vous voyez, je suis rentré. J'ai été opéré, mais je suis en forme. Ça fait maintenant, là j'ai le 3e mois. Et donc j'ai repris les activités. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, surtout à ceux qui m'ont soutenu pendant ce temps que j'étais malade. Parce que c'est pendant la période, de telle période, des vaches maigres, où on sait les bons amis. J'ai compris quels sont mes amis. À tous ceux qui m'ont soutenu, je leur dis dans leur prière, comme physiquement, et là je pense notamment à M. Mabunda, qui était trop proche de moi et qui m'a suivi pendant cette période. J'ai dit merci. Merci et j'implore l'Éternel pour qu'il puisse bénir et protéger tout cela. Ma famille en premier, bien entendu, mes parents, mes amis, les camarades du parti et même certains de ma confession religieuse. J'ai dit également merci au gouvernement de la République, étant entendu que le gouvernement de la République a également intervenu. Et je remercie le ministre de Finances qui a agi avec beaucoup de célérité. Et je remercie surtout le DIRCAP du chef de l'État, parce que c'est lui qui a essayé d'intervenir auprès du ministère de Finances de manière et que rapidement le gouvernement de la République soit reconnaissant de services que j'ai rendus à cette nation, services qui m'ont valu d'ailleurs une médaille d'or de mérite civique, un brevet de mérite civique. Voilà ce que je peux dire. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que M. Moussa Kalema est bien portant et bien sur ses 2 pieds, et que toujours prêt à aller au combat comme d'habitude. Ceux qui pensaient que j'étais mort, ou que je disparaissais parce qu'il y a eu beaucoup d'intrigues, tant sur le plan politique et beaucoup de spéculations par rapport à ma maladie, ceux qui ont travaillé pour que je meure, ils ont commis la plus grosse erreur. Parce que maintenant, là, je suis requinqué. Et rassurez-vous que je reprends les activités politiques avec hargne. Je vais poursuivre mon combat tel que je l'ai promis. Et donc, pour la défense de biens de ces pays, pour les valeurs républicaines, pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre nation et contre l'arbitraire et contre, si vous voulez, tous ces mal qui gangrènent la nation comme une timère maligne. Et donc je suis revenu pour recommencer les combats. C'est bien dit, vous êtes revenu pour recommencer les combats, pour le bien de ces pays, mais vous le savez, comme nous, M. Moussa Kalema, que le pays, la RDC, n'est plus celle que vous avez connue, sortie du gouvernement. Aujourd'hui,
nous avons un pays un peu bancal. Vous savez que Goma est tombé il y a 3 jours entre les mains de rebelles de M23. Vous-même qui venez il y a 6 mois de sortir du gouvernement, vous étiez au plus haut centre de commandement de ces pays, l'exécutif. Comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle et quel regard portez-vous sur ce qui est arrivé aujourd'hui dans les territoires de l'Est, notamment Rutshuru, Goma, aujourd'hui on parle de Saké. Et voyez-vous, donc il faut comprendre d'abord de quoi nous parlons, car vous me parlez de cette question. À mon sens, on parle de la nation. Mais j'ai comme l'impression que les Congolaises et les Congolais ne savent pas ce que c'est la nation. La nation n'est pas un assemblage de peuples ou une mosaïque d'ethnies, mais c'est le peuple lui-même pris comme entité historique et qui agit, n'est-ce pas, pour la concrétisation d'un destin solidaire. Et bien entendu, partageons les épreuves comme l'espérance. Vous regardez ça, ce qui est arrivé à Goma, quoique révoltant, mais ce n'est pas une nouveauté pour moi, c'était prévisible, parce que pour moi la guerre n'est jamais terminée. Vous savez, je suis disciple de Mosé Kabila, et Mosé avait dit que la guerre sera longue et pénible. Et populaire. Populaire. J'allais dire pénible également, parce qu'elle est pénible la guerre. Quand on voit les catastrophes naturelles, quand on voit les épreuves difficiles que traverse ce peuple. Mais ça signifie que nous avons la mémoire très courte et nous oublions très vite. Nous savions que les ennemis de la République étaient toujours là en train de travailler et que les conspirations les plus atroces continuaient à transpirer tant à travers la ville qu'à travers tout le pays, nous le savions. Heureusement, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas pris la mesure de la question, que nous avons été négligents ou complices. Voilà ce qui nous arrive. Qui humilie toute une nation? La nation est humiliée, c'est la nation qui est toujours affaissée. Et là, ma pensée va tout droit à tous ces peuples qui se déplacent par milliers, à ce génocide qui est en train de se concrétiser à l'est des pays, qui continue en fait à se faire en osier devant l'impuissance de notre armée. Et tout ça, c'est question de politique menée dans le pays depuis l'indépendance. Je voudrais dire, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Parce que je ne vois pas une guerre, une rébellion là-bas. Il n'y a pas de rébellion. C'est le plan de balkanisation de notre pays qui est en train de se concrétiser. Vous savez, ça me révolte, ça m'indigne, et ça me donne d'autres idées. Lesquelles, par exemple? Si ce n'est pas un secret, M. Moussa. Je crois qu'à ce stade, nous devons continuer à mûrir les idées qui sont les nôtres. Mais je ne continuerai pas à accepter que la nation de Kabila, de Mosé, de Lumumba, de Kimbangu, continue à être humiliée de cette manière sans que nous puissions agir et que nous assistons dans une impuissance coupable. C'est pourquoi j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, nous devrons résister. Le temps est venu pour que nous puissions résister, le temps est venu pour que nous puissions réorganiser les combats, nous réarmer sur le plan moral et reprendre les initiatives les plus responsables. Avant de revenir dans l'actualité chaude, M. Moussa Kalema, je suis quand même tenté à vous poser un certain nombre de questions dans le sens de vos responsabilités en tant qu'un ministre honoraire. Vous venez il y a à peine 6 mois de sortir du gouvernement de notre pays et que c'est à ce moment-là que la rébellion, l'actuelle rébellion de M23 avait été déclenchée. Est-ce qu'au niveau de l'exécutif, vous n'avez pas vu les choses venir? Parce que gouverner, c'est prévoir, dit-on. L'ego d'une action inachevée.
D'abord, j'arrive dans ce gouvernement dans une période difficile. J'arrive le 11 novembre, à la veille des élections. J'arrive pour conduire les affaires courantes. Mais ces choses étaient prévisibles. Et au gouvernement, on en parlait. Parce que les négociations n'ont pas continué, n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons exactement pour ce pays. Oui, mais là, vous me laissez à ma soif. Vous en parliez au gouvernement. Vous disiez quoi? Vous connaissiez les vrais acteurs, leurs motivations, leurs ambitions au niveau du gouvernement et quelles sont les mesures préventives que vous avez préconisées à ce temps? Vous savez, lorsqu'on est dans un gouvernement, il y a une discipline, il y a un ordre. Il y a un ministère qui s'occupait bien et bien de la défense nationale. Nous avons commandé les forces armées congolaises. On ne discute pas de stratégie militaire au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, on discute des grandes orientations. Les stratégies militaires, c'est aux militaires de le faire. Mais moi, je savais que nous n'avons pas aujourd'hui une armée. Nous avons une juxtaposition des milices. On a juxtaposé tous les milices. Je l'ai dit sur ta chaîne d'ailleurs, qu'une armée c'est un État dans un État, c'est un corps. J'ai dit, vous savez, le problème c'est que nous abordons cette question avec beaucoup de légèreté. Et jamais cette question a été abordée avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de responsabilité. Pourquoi je l'ai dit? La réalité, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a un plan d'infiltration du pays. C'est reconnu, tout le monde dit que le pays est infiltré. Mais tout le monde sait également qu'il y a un plan de famille empire Ima Tutsi qui est en train de se concrétiser. Si on a commencé d'abord avec certaines formations de l'opposition à l'époque des Mouzé, ceux qui ont combattu Mouzé, ceux qui ont tué Mouzé, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a négocié. En négociant, on les a intégrés dans l'armée. On les a intégrés dans le service. On les a intégrés dans les institutions de la République. Mais on continue à les intégrer. Alors ils ont dit non, nous ne sommes pas encore nombreux. Et la stratégie qui est la leur, c'est de laisser une partie des côtés. C'est là on refait encore une autre rébellion. On négocie. On les intègre encore dans l'armée. C'est pour justement gonfler leur nombre et devenir puissants et demain gouverner véritablement le Congo. Il y a des stratégies qui ne disent pas leur mot. Malheureusement, des hommes comme nous, on nous aime très mal et on nous évite. Lorsqu'on veut diriger un pays, lorsqu'on veut travailler faire la politique, il faut être au courant des grands dossiers de la nation et même du monde. Mais M. Moussa, je pense que avoir atteint le niveau que vous avez atteint en politique, à arriver dans l'exécutif, vous n'allez pas vous dire mal aimé. Vous avez atteint les sommets, du moins jusque-là. Non, je n'ai pas atteint les sommets, ça c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas atteint les sommets. En tout cas, vous avez atteint un niveau de décision tel que cela n'est pas donné à n'importe quel savez, le problème, c'est que citoyen congolais. Le problème de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de tops, il y a beaucoup d'infiltrés, il y a beaucoup de traîtres, n'est-ce pas? Des conspirateurs qui sont autour du chef, qui font que les éléments sains, qui regorgent encore la nation, ne soient pas véritablement dans le premier cercle de décision. J'y sais. L'expérience politique qui est la mienne, 6 mandats à l'Assemblée nationale. Et je fais partie d'une famille politique comme la nôtre, qui a dit secrétaire général d'une grande communauté islamique, président d'un parti. Si aujourd'hui je ne suis pas représentant à l'Assemblée nationale, ils savent pourquoi je ne suis pas représentant à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait, même le chef de l'État le sait, que Moussa a gagné les élections à Massimanimba, mais les politiques n'ont pas voulu que Moussa soit là parce qu'il gêne, parce qu'il risque de développer un leadership fort chez lui. On m'a éliminé. Il le sait. Mais au regard de ce que je représente, on ne te consulte même pas. Il y a des grands dossiers.
Alors que la plupart des gens qui sont dans les institutions de la République sont des parvenus, sont des terminaux par rapport à moi. Moi, j'ai un cursus politique. Et donc, j'ai dit, il y a trop de résistants de la 25e heure autour du chef de l'État qui ne l'aident pas à prendre des décisions, j'allais dire, courageuses et même des décisions qui doivent faire avancer la nation. Donc, il y a un problème. Parce que si j'étais à côté du chef de l'État, moi je dis qu'il n'y a pas une armée. Nous avons au jour d'aujourd'hui, on a juxtaposé l'armée et que dans l'armée au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. Mais comment les militaires peuvent toujours détaler devant? C'est soit, disons, milice. Comment des militaires qui, du point de vue de la formation physique, vous sentez que ce sont des gens, ce sont des gaillards, mais ils fuient devant des maigreurs. Alors il faut chercher à savoir pourquoi nos militaires détalent. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller, et si j'étais déjà trop proche, et j'avais commencé des discussions avec certains décideurs politiques aujourd'hui, c'est déconvoquer les états généraux de l'armée. Rapidement. Une forme de conférence nationale de l'armée, parce que les politiques veulent bien qu'on puisse se réunir, qu'on puisse parler, mais quand les politiques parlent, c'est la distribution des responsabilités, c'est le partage des responsabilités. Mais l'armée, c'est la moelle épinière d'un État. Comme il y a trop de frustration dans l'armée, on a fabriqué des militaires alors qu'ils n'en sont pas. Ce sont des tirailleurs, des gens qu'on a appris à tirer, soudain deviennent des officiers militaires, des généraux qui doivent commander des militaires formés dans des grandes académies du monde. Voyez-vous? C'est ça ce qui gêne. C'est ça ce qui gêne. C'est ça ce qui crée des frustrations. Moi je dis, il faudra convoquer les états généraux de l'armée de manière qu'on pose le problème véritablement, que le militaire nous dise pourquoi ça ne marche pas. Oui, là vous allez un peu vite en besogne, nous aurons le temps de vous demander des propositions, mais nous sommes en train de commenter un peu l'actualité. Je parlais de Goma qui est tombé avant-hier, je parlais de la guerre qui a commencé il y a 6 mois au sortir de votre de vous-même du gouvernement avant Matata Mponyo. Alors, lorsque la guerre commence, on lance les fronts en 3 aspects. On parle du front diplomatique, politique et militaire. Mais le gouvernement a semblé dire au peuple congolais qu'ils étaient bien, je dirais, bien en forme sur tous ces aspects-là. D'après vous, quel est l'aspect? Évidemment, vous étiez déjà en train de parler de l'armée qui n'a pas été, selon vous, à la hauteur. Mais disons, les autres aspects, la diplomatie. Le Conseil de sécurité a été saisi à plusieurs reprises. Les rapports des experts des Nations Unies ont démontré que le Rwanda et à un certain niveau, l'Ouganda a été impliqué. Mais comment vous voyez, vous interprétez le fait que jusque-là, il n'y a pas eu de résolution ferme contre ces nations citées comme des agresseurs? Oui, je voudrais d'emblée vous dire que l'armée, c'est un instrument au service de la politique. Lorsque j'ai dit que l'armée avait une responsabilité, qu'on n'avait pas une armée, bien au point, ça veut dire qu'on n'a pas fait une bonne politique. Je suis navré de le dire. Et bien entendu, il y a eu 3 fronts. On n'a pas été très agressif. Vous savez, le Congo est sous embargo. Le Congo, c'est le pays le mal aimé du monde au jour d'aujourd'hui. Le Congo, c'est le pays le plus convoité. Le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de conspirations à travers le monde. Les gens pensent qu'il faut balkaniser ce pays, il ne faut pas les laisser. Et par conséquent, il fallait prendre au sérieux la menace qui pèse sur ce pays. Organiser ces fronts en conséquence, en tenant compte de la puissance des ennemis. Mais on n'a pas tenu compte de la puissance des ennemis. C'est que la diplomatie, même elle a été agissante, mais elle n'a pas été agressive. La preuve, le Rwanda va gérer les conseils de sécurité. La preuve, quoi qu'on l'ait cité, comme étant pourvoyeur, instigateur de cette fameuse rébellion, s'il y a rébellion, il n'y a pas de sanction. Ça signifie qu'il y a un déficit
diplomatique de notre côté. Ça signifie qu'il n'y a pas une agressivité combattante des non-diplomates. Et sur le plan... Est-ce que vous serez tenté de parler de l'incompétence diplomatique? Non, je ne voudrais pas être très excessif. Moi, je pèse bien les mots. J'ai dit qu'il y a un déficit de communication, il y a un déficit diplomatique. Vous savez, les malheurs, c'est que nous sommes figés. On n'utilise pas toutes les ressources que nous avons. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de lobby à travers le monde. Moi, je vais vous donner un cas typique. Mais il faut utiliser toutes les personnes et toutes les forces, toutes les composantes de la société congolaise au jour d'aujourd'hui. Je vais vous prendre les cas de cette communauté. Je prends la communauté islamique. Mais ça peut être une potentialité sur le plan diplomatique, on peut l'utiliser. Parce que la plupart des gens qui meurent à l'Est, ce sont des musulmans. C'est là où on trouve d'ailleurs un grand nombre de musulmans à l'Est du pays. Tout à fait. Si au jour d'aujourd'hui, nos relations ne sont pas trop bonnes avec les États-Unis d'Amérique, disons-les. Parce que vous voyez même la position des États-Unis dans cette affaire. C'est pas comme la France. Mais on peut utiliser les musulmans. Nous pouvons aller consulter les pays islamiques qui sont des chouchous des États-Unis d'Amérique. Et ils peuvent faire la médiation entre nous et les États-Unis, peser auprès des États-Unis pour que les États-Unis comprennent que le Congo, uni et fort, sera un très bon partenaire qu'un Congo divisé. Mais un Congo divisé va devenir le grenier de l'intégrisme et du terrorisme demain. Il ne doit pas oublier que le Congo est entouré de 9 pays frontaliers, dont le Soudan. Surtout que l'intégrisme est connu comme le mode opératoire de la plupart des musulmans. Bon, écoutez, ce n'est pas le mode opératoire des musulmans, c'est le mode opératoire, malheureusement, des mondes non civilisés. Et certains musulmans qui ne sont pas civilisés, et bien entendu, utilisent ça. C'est qu'ils sont manipulés, mais ce n'est pas vraiment de la religion, ça, ce n'est pas de l'islam. Mais nous disons, non, personne ne vous consulte, personne ne vous voit pour des questions sérieuses, mais tout le monde parle de terrorisme sans savoir comment endiguer ce terrorisme-là. C'est qu'on n'utilise pas les forces positives que le pays dispose aujourd'hui. On n'utilise pas les relations. Même lorsqu'on dit nous sommes sous embargo. C'est lorsque le pays soit sous embargo qu'ils deviennent forts. Je vais leur donner les cas. Aujourd'hui. Mais le Soudan était sous embargo depuis des années et des années. Il a eu la guerre pendant combien d'années? Je vais vous donner les cas de tous ces pays qui étaient enfermés sous les embargos. Même cette Chine-là, qui la connaissait avant. L'Inde. L'Iran aujourd'hui, qui fait trembler le monde. Il a eu les bombes et tout ce qu'il a comme technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lorsqu'il est sous l'embargo. Et donc, c'est lorsqu'on est sous l'embargo qu'on doit aiguiser les intelligences. Et ce n'est pas dit parce que nous sommes sous l'embargo des armes que nous ne pouvons pas disposer des armes. Ça signifie que la diplomatie n'a pas agi. Depuis que Mobutu est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas pression pour qu'on lève l'embargo. Ça signifie que la diplomatie ne travaille pas, ne tourne pas. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis qu'en fait, c'est un tout. La nation, c'est un tout. On ne peut même pas, si vous voulez, segmenter les 3 stratégies mises en place. Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Mais sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque le pays ne fait que cumuler de frustrations, lorsque même la famille politique du chef de l'État, regardez, je suis en train de suivre le ministre Mende, qui s'époumonne chaque fois de défendre la nation, la patrie. Mais je ne sens personne les relayer dans ces combats. Je ne sens pas la famille politique. Il y a un problème. Il me semble que le ministre Mende parle plus pour lui-même que au nom du gouvernement. Non, le ministre Mende, s'il ne parlait pour lui-même, il serait interpellé par le gouvernement. Je n'ai pas suivi le premier ministre interpellé ou le chef de l'État. Il parle au nom de la République. Il est le porte-parole de la République. Et il est courageux, moi je l'encourage. Malheureusement, ce monsieur n'est pas soutenu. Parce qu'en réalité, la famille politique... Une question de curiosité, M. Moussa Kalema, est-ce que notre gouvernement se réunit-il vraiment? Vous venez de quitter le gouvernement il y a 6 mois. Il y a cette question dans l'opinion.
on ne sait pas, vous savez, vous avez parlé de Mobutu il y a quelques minutes. À l'époque, tout le monde savait que le vendredi, c'était les conseils des ministres et tout le monde attendait le rapport, les comptes rendus du conseil des ministres. Mais aujourd'hui, on n'entend pas parler de réunion du gouvernement, mais le ministre Mende parle à tout bout de champ, presque en temps et à contre-temps, selon certains observateurs. Est-ce que réellement, vous qui avez été avec lui au gouvernement, vous l'avez quitté, il est toujours là, est-ce qu'il y a vraiment des réunions de gouvernement dans ces pays pour parler politique dans cette affaire de guerre? Oui, effectivement, il y a de temps en temps, le gouvernement se réunit, mais je crois qu'il faut mettre de l'ordre et la discipline. Parce que gérer, c'est l'ordre et la discipline. Ce qui nous manque, c'est l'ordre et la discipline. C'est-à-dire? Voilà, justement, quand on fait les réunions, si on ne doit pas le faire à une date précise, à un jour précis, justement, le peuple est dans le flou. Il faut dire, effectivement, il faudra qu'on dise, chaque jeudi ou chaque vendredi, il y a réunion, il y a conseil des ministres. Ça, c'est l'ordre. Mais j'apprends que les conseils des ministres se tiennent. Mais comme ce n'est pas ordonné et discipliné, ça donne matière à spéculation. Comment un gouvernement ne se réunisse pas? Il va se réunir parce que le gouvernement, le Premier ministre est là pour coordonner l'action de tous les ministres. Donc il y a des réunions, mais je demande encore une fois de plus qu'il faut qu'on mette de l'ordre et la discipline. Parce que ce qui nous manque dans ce pays, c'est la discipline. Et c'est pourquoi les autres ne nous respectent pas. Pourquoi les Occidentaux sont faibles du Rwanda? Mais parce que justement, le Rwanda, au Rwanda, quand vous allez, vous sentez la discipline et vous sentez l'ordre. Mais je crois que le Congo doit effectivement amener de l'ordre et la discipline dans ce qu'il fait. Parlons toujours de front diplomatique. Maintenant, dans un contexte sous-régional, la conférence internationale des régions des Grands Lacs s'est tenue à plus de 4 reprises. Tout dernièrement, le président de la République, avec l'annonce de la chute de Goma, est allé une fois de plus à Kampala pour parler de cette question. Mais est-ce que vous pensez que tous ces sommets, Kampala 1, Kampala 2, Kampala 3, jusqu'à 4 même, celui d'hier ou d'avant-hier, on parlait même de Kampala 5, est-ce que vous pensez que ça a servi à quelque chose? Parce que la fameuse force neutre qui devait être interposée entre nos frontières n'est pas toujours mise en œuvre. Est-ce que c'était des sommets pour rien, comme le disait l'opposition, ou il y a encore de l'espoir là-dessus? Non, ces sommets-là, en fait, ont servi pour moi 2 choses fondamentalement. La première, ils ont permis aux rebelles de s'enquister, de se cimenter dans les territoires conquis. Et deuxièmement... C'est-à-dire que ça a travaillé en défaveur du Congo. En défaveur du Congo. Et en même temps, sauf ça a retardé la prise de Goma. Goma, qu'on devrait prendre depuis longtemps. On nous a laissé le temps peut-être également de nous organiser pour que Goma ne puisse pas prendre. Donc ça a retardé l'avancée de la rébellion. L'avancée de la rébellion et la prise de Goma. Parce que lorsqu'ils ont décidé d'avancer, ils ont avancé comme sur une été. Et voilà, j'ai dit, mais nous sommes sur la table avec des gens qui nous agressent. C'est que nous sommes en train de mettre à la place publique, nous leur donnons nos stratégies. Parce que ce sont eux qui sont les parrains de ces rébellions. Tout ce qu'on décide en interne, en stratégie, les autres sont au courant. Non, je crois qu'il faut envisager les choses autrement. Il fallait boycotter ces sommets. Non, il ne fallait pas boycotter parce que là, il faut jouer avec ce qu'on appelle la diplomatie des présences. Mais en même temps, il faut se préparer. Ce qui est important, c'est la politique intérieure. Vous avez vu lorsqu'il y a eu une campagne aux États-Unis. Tous les politiques, les dépolitiques, les républicains comme les démocrates, se sont focalisés sur la politique interne. Les grands problèmes au jour d'aujourd'hui, il faut refonder l'armée. Il faut reconstituer, requinquer, recimenter la cohésion nationale. Si on vous posait la question aujourd'hui, la RDC est-elle malade de ses politiques ou de ses militaires? Non, c'est de ses politiques. Je t'ai dit que l'armée, c'est un instrument au service des politiques. Je l'ai dit une fois à l'ambassadeur des États-Unis. Et je l'ai dit aux États-Unis lorsque j'étais invité.